Vincent Herouette, j'ai hâte d'entendre vos punchlines sur cette élection de Donald Trump que personne n'attendait, surtout pas en France, surtout pas les médias français. Ah oui, ça c'est une veste, parce qu'on n'entend pas, vous avez remarqué Kamala Harris. Ah ouais, ce soir elle s'exprimera à 22h. Et 22h. Oui, elle prend son temps. Et personne n'imagine qu'elle soit encore là en 2028. Elle sera enterrée avec Joe Biden. Elle a disparu de la scène. Et c'est un espèce de rêve magique qui, évidemment, s'estompe aux 12 coups de minuit. C'est-à-dire que le succès de Donald Trump est éclatant. Non seulement c'est un retour, un comeback, bon, c'est la légende américaine, mais en plus c'est une victoire. Il a élargi sa base républicaine, il triomphe, donc il fait le grand chelem, puisqu'il a à la fois le vote populaire, le plus de voix, la majorité au Sénat, peut-être la majorité à la Chambre des représentants, ajouter à ça la Cour suprême, il va avoir un pouvoir absolument incontesté, considérable, comme il y en a eu très peu dans l'histoire américaine, au fond. D'accord. Bernard de la Villardière, c'est une victoire absolue de Trump, absolument sans débat. Oui, c'est une victoire, je crois qu'on voit d'ailleurs, il a aussi la majorité, ce qui n'était pas le cas auparavant. 5 millions de voix d'écart entre les deux. Un vrai succès populaire, ce qui n'était pas le cas en 2017. Moi, à l'époque, j'avais suivi d'ailleurs sa campagne et j'étais déjà étonné par la cécité française, et notamment des médias, à l'égard du phénomène Trump. Et je pensais qu'il y avait des rednecks du fin fond de l'Amérique qui votaient Trump. Et en fait, en assistant à ces meetings, j'avais bien vu qu'il y avait toute la société américaine qui était là. Et j'avais constaté aussi, ce qui m'avait frappé, c'est cette faille narcissique chez tous ces Américains qui répondaient aux questions que je leur posais. Et cette faille narcissique, c'était « notre pays n'est plus une grande puissance, notre pays n'est plus respecté ». Ils étaient extrêmement sensibles au regard que pouvaient avoir les autres sur leur pays. Et quelques réactions d'électeurs de Trump heureux, on entendra ceux de Harris malheureux juste après. Le président Trump va désormais reprendre la direction de ce pays. Mais je suis tellement excitée qu'il ait remporté cette élection et que tous nos rêves de restauration de l'Amérique soient à nouveau possibles. Il va rendre tout le monde heureux à nouveau. Même s'ils ne voulaient pas de lui comme président, ils seront plus riches, plus en sécurité et en meilleure santé. Donc je suis excité. Le costume que je porte, mon costume en briques, c'est une métaphore. C'est censé évoquer un mur. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'un mur frontalier solide. Et c'est là que je pense que l'Amérique a besoin de contrôles plus stricts aux frontières. Le président Trump le fera. Il remettra de l'ordre à la frontière. Julien Drey, est-ce que c'est la révolte du peuple américain contre l'establishment, contre le wokisme, contre le politiquement correct? Oui, la majorité silencieuse a parlé. Et elle a pris à défaut toute cette élite qui croyait qu'elle détenait le bien, qu'elle avait la morale, que quand elle parlait, tout le monde devait obéir. Et c'est tout l'établissement médiatique aussi, parce que c'est les réseaux sociaux contre les grands journaux. Regardez même le procès qui a été fait quand un éditorialiste n'a pas voulu prendre position, tout le monde l'a insulté, etc. Voilà, donc il y a quelque chose qui a bougé là, très fortement, et qui va ébranler, d'après moi, terriblement le Parti démocrate. Parce que c'est une remise en cause profonde de la manière dont il a existé, dont il a géré le pays, dont il s'est attribué une autorité. Et on voyait d'ailleurs des commentaires commencer à apparaître en disant on s'est peut-être trompé. Un parti démocrate, Julien, qui est à la main de Barack Obama ou pas? Un parti démocrate qui était totalement à la main de Barack Obama. C'est Barack Obama qui a fait le renversement, qui a écarté Biden, qui d'ailleurs ne s'est pas beaucoup engagé dans la campagne parce qu'il avait... Il a fait quelques meetings quand même avec son épouse. Je ne suis pas sûr qu'il soit si triste de la défaite de Kamala Harris ce soir. Pourquoi il prépare le terrain à sa femme? Non, mais Barack Obama, lui, il a... Ah, Vincent a pas l'air de dire non. Vous savez le nombre de meetings qu'il a fait, c'était lui le candidat même à la fin. C'est son échec aussi. Il y a deux certitudes, c'est qu'on meurt tous et que Michelle Obama ne se présentera jamais. Ça vous êtes sûr de ça? Pas de le répéter, on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que les déchets dont parlait le président Biden en parlant des électeurs de Donald Trump, vous savez, c'est ce qui colle à la semelle quand même de l'Américain digne qu'il faut essuyer contre le rebord du trottoir. Mais le déchet, il va falloir l'avaler. C'est dur à vivre, ce qui leur arrive aux démocrates. Il y a quand même la moitié des Américains qui, aujourd'hui, ne savent pas le champagne. Non, effectivement. Et je vais vous dire, nous, Européens, certains peuvent se réjouir parce que c'est une grande claque donnée au politiquement correct. C'est une gifle au visage des médias, de la bonne société, etc. Mais demain, ce champagne, vous avez intérêt à le boire vite, parce que demain, ça va être plus rugueux. Et là, les bourses européennes ont toutes clôturé à la baisse, ce qui est un petit signe quand même de la fébrilité qui s'empare du continent européen. On écoute juste les électeurs déçus de Kamala Harris, et puis je vous passe la parole.
Je ne suis pas d'accord avec certaines choses auxquelles il croit, comme les expulsions de masse et les droits des femmes. Je crois que ce sont des enjeux plus importants que l'économie. Je crois que c'est assez déroutant pour moi personnellement. Je ne suis pas très surprise, mais pour moi, c'est décevant. Évidemment, chacun a sa propre perspective sur les choses et je choisis de croire que les gens font ce qu'ils pensent être juste. Ça ne laisse pas beaucoup d'espoir pour moi, mais on verra ce qui arrivera, j'imagine. Je ne veux pas le dire à la caméra, mais je ne suis pas content. Parce qu'il veut être un dictateur et je pense qu'il n'aime pas les gens qui ne sont pas de sa race. Et ce ne sera pas bon pour moi ou mon peuple. Donc je suis un peu déçu. Mais c'est les États-Unis. Très intéressant ce que dit ce monsieur, cet électeur américain, afro-américain d'ailleurs, Naïma M. Fadel. Il n'aime pas les gens de notre couleur. Ouais, en fait. mais c'est ça. Alors qu'on voit que le vote Trump a transcendé les ethnies. C'est pour ça que moi je trouve vraiment la société américaine terrifiante en fait. Dans cette racialisation où on fonctionne par rapport à sa communauté et sa communauté contre les autres communautés. D'ailleurs, je vais vous raconter juste une anecdote. Vous savez que les Arabes en Amérique, c'est des Libanais, des Syriens, des Irakiens qui sont blancs. Et ils ont demandé il y a quelques années à être considérés comme une communauté pour négocier des privilèges. Donc la société américaine, elle s'est construite ainsi. Et malheureusement, on a vu ça venir aussi dans notre pays avec... Donc pour moi, l'échec aussi de Kamala Harris, c'est aussi l'échec, c'est aussi une gifle à Obama, qui a quand même aussi mis en avant cette racialisation, rappelons-le, lors de sa campagne électorale. Yohann Usaï, votre analyse sur ce qui s'est passé aux États-Unis? Écoutez, c'est un vote, évidemment, qui est un vote anti-système, d'abord. Vous l'avez dit, Donald Trump avait contre lui l'ensemble des médias, naturellement, l'ensemble... On entend les stars tout à l'heure. Oui, l'ensemble des stars, naturellement. D'ailleurs, on voit que ça n'a absolument aucune influence. Au contraire, même peut-être. C'est une leçon à tirer pour les responsables politiques français, naturellement. Mais les problématiques qui se posent aux États-Unis, les thèmes de campagne, en tout cas aux États-Unis, c'est-à-dire que Donald Trump, il a gagné avec ses propositions d'abord sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration et sur la sécurité. Ce sont les thèmes qui s'imposent en France, qui se sont imposés en France à la dernière élection présidentielle et qui s'imposeront à nouveau en 2027. Donc il y a beaucoup de leçons pour les responsables politiques français à tirer de ce qui s'est passé là, et notamment pour Marine Le Pen. Bernard de la Villardière, l'économie, c'est là-dessus qu'il fait campagne et qui gagne. Oui, bien sûr. Mais pour revenir aux questions de race quand même, c'est le racialisme qui a remis la race au cœur de la société américaine et finalement permis au racisme de s'enflammer davantage encore. C'est cette espèce d'hystérisation de la discrimination positive à travers notamment la fameuse règle de la diversité, équité, inclusion qui a été mise en place dans certaines universités, notamment à Princeton, dans le New Jersey, où notamment le conseil d'administration a voté de verser des salaires plus hauts aux Noirs par rapport aux étudiants blancs. Et il y a un professeur juif qui s'est élevé contre ça, et il a été licencié, tout simplement. Donc ça aboutit à des choses. Mais derrière ça, on voit un autre critère que ce critère racial, qui est le critère sociologique. C'est-à-dire que ça s'est inversé en 40 ans. Il y a 40 ans, les diplômés de l'université votaient républicains, quand ceux qui avaient moins de diplômes votaient démocrates. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les diplômés des universités votent démocrates, les autres votent républicains. Et pourquoi c'est majeur? Parce que précisément, ils se sont dressés contre ces politiques-là. Parce que quand vous n'avez que votre capital que le bon sens, comme capital culturel, c'est une énorme violence symbolique que le wokisme, parce qu'en quelque sorte, on vous dit ce que vous avez sous les yeux ne correspond pas au réel. Vous pensez qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, ça n'existe pas. Vous pensez que les êtres humains sont tous égaux entre eux, ça n'existe pas. Il y a des dominants et des dominés. Toutes ces catégories-là, et cette violence symbolique énorme qui s'exerce sur les catégories populaires aux États-Unis de la part de leurs élites, qui leur dit vous êtes vraiment des ploucs incapables de rien comprendre. Non, précisément aux États-Unis, qui est ce pays du rêve américain où les gens se disent justement ce qui peut me sauver, c'est à la fois mon travail et mon bon sens, mais en quelque sorte on leur tirait le tapis sous le pied. Non à l'immigration illégale, oui à l'immigration légale, de travail évidemment, parce qu'il faut faire tourner les usines quand même. Bon, on va voir comment est-ce qu'il met en musique les promesses qu'il a accumulées depuis 2 mois, notamment la déportation, c'est le terme, mais même s'il sonne mal ici en France. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que quand vous regardez le vote de la nuit dernière, vous vous rendez compte qu'à la frontière mexicaine,
les Américains et les Latinos ont voté beaucoup plus Trump qu'on ne l'imaginait. Ce qui est une sorte de bénédiction de cette déclaration très, très virulente qu'il a accumulée. Il a vraiment mis... Ça qui est frappant aussi dans sa campagne, c'est c'est lui qui aura vraiment dicté les thèmes de la campagne. Et bon, l'immigration est un problème c'est devenu au fil des années... Sous les 4 ans de Biden, il y a vraiment eu une hausse de l'immigration illégale. Ça n'a jamais été pire. C'est d'ailleurs une des plaies de la candidature de Madame Harris, c'est qu'elle était la tsarine de la frontière. C'était le dossier dont l'avait chargé l'administration Biden. C'était un bâton difficile. C'était un cadeau empoisonné d'ailleurs. Bien sûr. Un tout petit mot. On a l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mar-a-Lago dans 1 minute. Alors allez-y, Jean-Sébastien Ferjand. Non, juste un mot sur les chiffres. C'est plus d'1,5 million de migrants légaux et illégaux qui arrivent chaque année aux États-Unis, sachant que ça représente plus que jamais. Sachant que ça représente désormais plus que le nombre d'emplois que l'économie américaine crée chaque année. Donc, et leur nombre aujourd'hui est estimé entre 12 et 20 millions, je crois. 12 et 20 millions d'illégaux. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, il y a une majorité d'Américains qui disaient qu'ils trouvaient qu'il y a trop d'immigrés aux États-Unis, alors que c'est évidemment un pays traditionnellement construit sur l'immigration. Et on est en train de retrouver quasiment le niveau record de nombre d'Américains nés à l'étranger, qui était celui des États-Unis pendant les très grandes années d'immigration entre 1890 et 1900. C'est-à-dire on n'est pas loin, là on est à 14%. Le record, ça a été 15%, justement, dans ces énormes périodes d'immigration européenne à l'époque. Yohann Usaï. Oui, je crois qu'il y a 12 millions, effectivement, d'immigrés clandestins aux États-Unis, ce qui est évidemment colossal, surtout que ça augmente d'année en année. Mais ce que disent en réalité l'ensemble des peuples des grandes démocraties occidentales, c'est qu'ils veulent moins d'immigration. Et ça, on le voit partout dans le monde, en réalité. Et face à ce constat que font les électeurs et donc les responsables politiques, que fait la gauche aujourd'hui en France? Elle dit, mais regardez, Donald Trump veut mener une politique raciste. Il est raciste, il veut expulser les illégaux. La gauche qui avait prévu de régulariser, en l'occurrence, les clandestins français. Donc, face à ce constat et en voyant ce qui se passe ailleurs, au lieu de se remettre en cause, la gauche française persiste dans son erreur, s'enfonce dans le déni et refuse une nouvelle fois d'ouvrir les yeux et de revoir son logiciel. Alors que Bruno Retailleau met en place des accords, notamment avec le Kazakhstan, pour pouvoir envoyer certains migrants illégaux. On va juste vraiment s'intéresser. Julien Drey, un petit mot avant que je passe au thème suivant. Petite nuance qui est importante dans le discours. C'est la première fois dans les discours, j'ai remarqué, qu'il reconnaît qu'il y aura besoin d'une immigration. Évidemment. Oui, mais dans les autres discours... Pour l'économie. Je suis d'accord. Bah oui, il y a un taux de chômage à un peu plus de 4%. Dans les discours qu'il faisait pendant la campagne, la phrase n'était pas construite de cette manière-là. Il disait, voilà. Là, il dit, nous serons obligés d'accueillir un certain nombre d'immigrés dans des conditions de régularité que nous allons construire. Et cela, il faudra les intégrer. Voilà. Bernard de la Villardière, vous consacrez votre prochaine enquête exclusive à ce qui se passe dans les campus américains. À l'explosion sur les campus américains et comment, effectivement, le wokisme additionné au conflit Hamas-Israël a provoqué une explosion dans une 60aine d'universités, où il y a eu des incidents extrêmement graves, des heurts entre étudiants, des expulsions d'étudiants juifs, des gens qui militaient pour le Hamas au sein même des campus universitaires. Alors, au nom du premier amendement, évidemment, tout ça n'a pas été forcément condamné. Il y a eu devant une commission du Congrès quand même 3 présidentes d'universités, dont l'université de Columbia, qui a la question, est-ce que, à votre avis, appeler au génocide des juifs, c'est condamnable? Et elles ont répondu, 3 d'entre elles ont répondu, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Hallucinant. Alors finalement, elles ont été virées, évidemment, elles ont dû quitter. Pour certaines d'entre elles, elles ont été exfiltrées, ou elles ont été obligées de démissionner, et d'autres ont fait leur démission. Mais c'est quelque chose c'est une empreinte très forte que le wokisme sur les universités américaines. Est-ce que c'est la fin du wokisme, Vincent Herouet, pour vous? Le début de la fin. Que ce soit un coup d'arrêt, non. C'est une maladie qui se combat, mais il y aura au moins des signaux qui seront donnés du haut de l'appareil d'État. Ouais. Je pense que c'est un discours dominant qui va être enrayé, oui. Comment est-ce qu'on combat le wokisme, en fait? Et les grandes entreprises ont commencé aux États-Unis, justement. Oui, mais après chez nous. Est-ce que ça peut marquer, Julien Drey, un coup d'arrêt dans le wokisme? Un tournant, c'est une date. On vit aujourd'hui une date. On vit une date. Le 5 novembre 2024. C'est que le wokisme fait perdre la gauche. Oui. Voilà, ça c'est clair. C'est clair dans cette élection, parce que on croyait que l'agitation pro Free Palestine, etc., à l'université américaine, je pense que le peuple américain leur a dit ça suffit. On n'est pas venu vous donner la correction sur les campus, mais on a bien envie, et maintenant vous arrêtez. Donc partout où il est, le wokisme qui établit sa dictature, il fait perdre la gauche. Et ça veut dire que ceux qui défendent le wokisme
font perdre la gauche. Et d'ailleurs, c'est intéressant les prises d'opposition ce matin. Toute une partie de la gauche qui dit c'est terrible, c'est le fascisme, etc. C'est le seul argument. Le fascisme, voilà, c'est le seul. C'est la fascisation de l'ennemi. Ils n'ont rien compris. Non, mais je pense qu'ils sentent qu'ils perdent finalement en pied, parce que les ciblés par le wokisme, les racialisés dont pour eux je suis une racisée, eh bien ils n'en peuvent plus. Ils ne sont plus dupes. Et vous vous rendez compte que la génération qui monte aujourd'hui, et la génération notamment qui est bien assimilée, qui s'intègre, etc., ne veut plus, parce qu'elle se sent extrêmement stigmatisée. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec l'échec de Kamala Harris est extrêmement important aussi chez nous. Ouais. Avec beaucoup de célébrités qui ont pris position pour Kamala Harris. La liste est longue comme le bras, de Beyoncé à Taylor Swift, en passant par Bruce Springsteen. Écoutez juste ce que disait Beyoncé. Petit extrait d'une des conventions démocrates. Merci de réserver un accueil texan chaleureux à la prochaine présidente des États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris. Nos voix chantent un refrain d'unité. Elles chantent la dignité et les opportunités. Êtes-vous tous prêts à ajouter votre voix à la nouvelle chanson de l'Amérique ? Parce que je le suis. Comment les élites ont pu se tromper à ce point-là ? Elle ne parle pas, comme disait l'autre, elle est parlée, c'est son milieu qui parle, c'est Hollywood, c'est le monde du spectacle, etc. En France, c'est pire parce que vous ne pouvez pas vous pouvez pas ne pas partager ces valeurs, parce qu'on a un art qui est totalement subventionné, que ce soit le cinéma, que ce soit... mais bon, là, elle est extraordinaire. Vous vous rendez compte la fortune qui a été dépensée dans la campagne de Kamala Harris, et toute cette fortune qui a arrosé des médias, les réseaux sociaux, les clips. $1,5 milliard de dollars. Tout ça, $1 milliard pour la campagne. Tout ça pour rien. Elle fait un score absolument minable. Ouais, mais c'est frappant. C'est très frappant quand même. Hein. Ça, c'est de la posture. Non seulement il n'y a pas de vote caché, pardon. Non seulement il n'y a pas de vote caché, mais c'est exactement le contraire. Si elle avait remporté un tel succès, on parlerait de raz-de-marée. Ouais, Bernard de la Villardière. C'est de la posture qui tourne un peu à vide et qui oublie les vrais mots de l'Amérique d'aujourd'hui. Moi, il y a des chiffres que j'aime rappeler de temps en temps pour parler de la réalité américaine aujourd'hui, qui est une société profondément malade par certains côtés. Il suffit d'aller dans les aéroports ou les centres commerciaux aux États-Unis. 40% d'obésité, quand même, de taux d'obésité, malgré le combat de Michelle Obama à l'époque contre l'obésité à l'école, etc. L'obésité continue de progresser aux États-Unis. Il y a un Américain sur 180 qui est en tôle, qui est derrière les barreaux. En France, c'est 1 pour 1000. Il y a 1 800 000 personnes détenues aux États-Unis. Il y a des gens qui sont condamnés à mort et qui sont exécutés 20 ans après avoir commis leur délit ou leur crime. Plutôt leur crime que leur délit d'ailleurs. Mais donc tout ça, il y a eu 500 000 morts en 10 ans du fait de la crise du fentanyl. Imaginez que, par rapport à la crise des opioïdes, si on avait 100 000 morts, si on ramène au rapport de population, si on avait 100 000 morts par an par overdose, ce serait une cause dont on parlerait tous les jours. Les suicides, les meurtres et les accidents de la route cumulés aux États-Unis. Il y a au moins ce soir 300 prisonniers aux États-Unis qui doivent, sinon sabler le champagne, en tout cas se réjouir. C'est tous ceux qui ont été condamnés pour le Capitole. Après le Capitole, qui ont été d'ailleurs très lourdement condamnés pour la plupart, et auxquels Donald Trump a promis la grâce. Ah bon, on va voir s'il tient ça quand même. Oui, à mon avis, ça n'aurait pas lui coûter cher. Vous pensez qu'il peut gracier ces gens qui ont pris d'assaut le Capitole ? La grâce présidentielle aux États-Unis. Bien sûr. Oui. Évidemment. Il y a un autre enjeu que Beyoncé, vous diffusiez les extraits de Beyoncé, mais ça fait partie de sa liberté de soutenir ce qu'elle souhaite et de dire ce qu'elle veut. Mais elle oubliait quand même quelque chose d'absolument majeur, c'est qu'après Black Lives Matter, il y a eu une explosion de la criminalité et que le retrait de la police, vous savez, avec tous les mouvements qui voulaient enlever les fonds, couper les fonds de la police qui était accusée d'être raciste, ont amené, la police s'est retirée des quartiers effectivement et il y a eu une explosion du nombre de morts. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs milliers et sur 2-3 ans, plusieurs dizaines de milliers même de jeunes latinos, de jeunes blacks qui sont morts à cause de ce mouvement-là. Et ça, il l'oublie toujours. Parce que c'est ce mouvement-là qui a provoqué ces morts-là. Là, la vague s'est un peu enrayée, mais ça a été, en termes d'insécurité, absolument majeur aux États-Unis et c'était directement lié à ce mouvement Black Lives Matter. Un petit tour sur le terrain. Mar-a-Lago se trouve Caroline Baudry d'Europe 1. Bonsoir Caroline. Les Américains, les pro-Trump, fêtent la victoire de leur candidat et de leur futur président, donc maintenant.
Oui, la résidence, je me trouve juste devant la résidence de Donald Trump sur laquelle flotte un immense drapeau américain, et devant, un peu plus loin, une dizaine de personnes sont venues célébrer leur joie avec toutes sortes de casquettes, de t-shirts, de goodies et j'en passe, accompagnés des klaxons, des voitures qui les soutiennent. Donc c'est une véritable explosion de joie et certains promeneurs s'arrêtent, ils confient bien sûr leur immense soulagement. C'est comme si le pays pouvait avoir de nouveau de l'espoir en se recentrant sur lui-même, c'est ce qu'ils me disent. Un comeback pour un retour aux sources, la politique intérieure, le contrôle des frontières avec la lutte contre l'immigration illégale et surtout l'économie, le pouvoir d'achat des familles. Alors peu importe que Donald Trump soit d'une certaine façon un peu fou, sans filtre, vient de me confier à l'instant un passant, c'est un homme d'affaires et selon lui, il va tenir le pays comme il tiendrait une entreprise et c'est essentiel selon lui pour un redressement qui est véritablement attendu ici par ces Américains en Floride. Merci Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Mar-a-Lago. Julien Drey. L'économie, d'accord, mais pas seulement, quoi. Vraiment, il y a tout le plan sociétal. Il y a quelque chose qu'il va falloir regarder avec intérêt, parce que il a annoncé hier soir qu'en fait, il allait confier une mission à Elon Musk. Elon Musk plutôt. Elton John, mais Elon Musk. Voilà, ma jeunesse qui m'a rattrapé. La mienne aussi. Et la mission qu'il veut lui confier, c'est un peu ce qu'a fait Richard Milesi en Argentine, c'est-à-dire il veut évaluer tout ce qui ne sert à rien dans les administrations. Toutes les agences qui ne servent à rien, là. Et il veut élaguer. Et en États-Unis, ça a aussi pesé sur l'Américain moyen qui en a marre de toute cette administration. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis. Et juste pour vous donner un chiffre là-dessus, Elon Musk a licencié plus de 80% des effectifs de Twitter, qui s'appelle maintenant X. Toute la Silicon Valley lui a prédit 80% des effectifs. Vous imaginez, 80% des salariés ont été licenciés ou ont décidé de partir. Toute la Silicon Valley lui avait prédit l'effondrement absolu du réseau social. Mais non, il ne s'est pas effondré. Et il est un des plus puissants au monde. On se pose évidemment la question de que va changer l'élection de Donald Trump à l'échelon international par rapport à la Russie et l'Ukraine, par rapport à Israël. Est-ce que ce sont des questions que se posent les Américains ou pas du tout? Oui, ils ne réfléchissent encore une fois qu'à l'Amérique. Est-ce que ce qui va changer pour eux, Elisabeth? Écoutez, le vote, en tout cas leur vote a été très clair. Ils se préoccupent surtout de leur quotidien, de l'économie, de leur pouvoir d'achat. C'est ça qui a primé le message répété par Donald Trump de meeting en meeting. Je vais redonner de la richesse aux États-Unis. Vous allez pouvoir vivre mieux sous ma présidence. Donc c'est plutôt ce message-là sur l'immigration qui a été plutôt mis dans les ballots, dans l'urne, si je peux dire. Sur la politique étrangère, on en parle nettement moins. C'est vraiment une préoccupation souvent mineure lors de la présidentielle et ça s'est encore confirmé. Merci beaucoup Elisabeth Guedel, en duplex depuis Washington. Néanmoins, Donald Trump hier, Vincent, a dit qu'il allait arrêter les guerres. Écoutons juste ce qu'il a dit et on parlera des guerres en question. Lorsque moi j'étais président, nous n'avions pas de guerre, nous avons seulement battu l'État islamique, mais il n'y avait pas de guerre lorsque j'étais président. Nous allons arrêter les guerres et c'est une victoire aujourd'hui pour la démocratie, pour la liberté. Nous allons réussir à mettre en place un avenir radieux pour notre peuple. Elisabeth Guedel, vous vouliez rajouter quelque chose sur justement la politique étrangère de Trump ? Oui, effectivement, juste un mot que si son premier mandat à la Maison-Blanche donne une idée de ce que sera son second mandat, Donald Trump, a priori, devrait placer le Moyen-Orient en tête de ses priorités. On se souvient qu'il était entré dans l'histoire en choisissant l'Arabie Saoudite comme premier voyage à l'étranger de sa présidence. Il a voulu négocier ce qu'il avait appelé un accord du siècle entre Palestiniens et Israéliens. Il a promis, vous l'avez dit, de mettre fin à ce conflit au Proche-Orient. Il a renforcer l'intégration régionale d'Israël et puis il avait mis une pression maximum sur l'Iran, donc ça devrait continuer. Pression aussi sur la Chine, tension commerciale, même s'il semble s'être rapproché du président chinois, puis les Européens. Il a un allié en Europe qui est le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il en a parlé à longueur de meeting, mais les Européens craignent évidemment pour l'avenir de l'OTAN. Est-ce que Donald Trump va encore taper du poing sur la table pour que les Européens investissent davantage dans leur défense? Qu'est-ce qui va devenir
souvenir de l'article 5 de l'Alliance Atlantique qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'agression étrangère. Et puis cette guerre commerciale avec l'Europe, Donald Trump qui a promis une très hausse des tarifs douaniers très élevés, encore plus élevés que lors de sa première présidence. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, il va avoir le Congrès avec lui puisque les républicains sont en passe de contrôler les 2 chambres du Congrès américain. Merci Elisabeth Guedel. Vincent Herouette, sur tous ces sujets. Tout ça est vrai. Tout ça est juste. Donc il va tout faire. L'inventaire est formidable. Il va tout faire. Mais j'ai juste un petit bémol, c'est que quand même les Américains élisent leur commandant en chef. Donc sa capacité à peser sur les affaires du monde et à tenir à ce que l'Amérique tienne son rang existe bien. Sur le bilan de son premier mandat et par contraste le bilan de Biden, qui est très contrasté, parce que Biden, c'est l'homme quand même qui a commencé son règne avec l'évacuation lamentable, désastreuse de Kaboul, où les talibans n'ont absolument pas été tenus de respecter l'accord qu'ils avaient passé. Et ensuite, ça n'a pas arrêté. Ça se termine. Il y a quelque chose d'assez crédible dans l'affirmation vaniteuse de Trump qui dit « Avec moi, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine et il n'y aurait pas eu le 7 octobre ». Il y a quelque chose qui est assez juste. Il a tenu en respect, par exemple, les Iraniens, en le décapitant la force à la Rhodes, Soleimani. Je l'ai dit ? Oui, le général qui dirigeait donc la force à la Rhodes, c'est-à-dire qui était le vrai ministre de la Défense iranien en réalité, qui a été transformé en chaleur et lumière avec un missile bien ajusté. Ça, je veux dire, c'est un langage que les Iraniens ont compris. Il les a tenus en joue pendant tout son mandat. L'accord qu'il a passé avec les Saoudiens est un accord stratégique très important qui a permis à la stupéfaction générale les accords d'Abraham. Personne au début, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, n'imaginait qu'il y ait comme ça une sorte de normalisation qui se mette en route entre les pays du Golfe, du Maghreb, etc. Et il peut peser à nouveau là sur la situation, sur l'Iran, sur Israël, stabiliser la région. C'est à l'usage que ça se voit quand même, ce genre de déclaration solennelle et de principe. Il faut regarder comment est-ce que dans la pratique les gens arrivent à les ajuster. Ce qui est certain, c'est que c'est lui qui le fera. Il est entouré cette fois-ci d'une équipe qui est entièrement à sa main. Il n'est pas le débutant dans les affaires d'État qu'il était dans son premier mandat, avec quelques adultes dans la pièce qui n'étaient pas forcément d'accord et qui ne relayaient pas forcément sa politique. Là, il a tout à sa main et on sait que... Alors on va voir, le premier test, ça va être l'Ukraine quand même. Exactement. Zelensky le félicite chaudement, très très content. Ah oui, félicitations. Mais Zelensky a eu la prudence d'aller le voir, de le rencontrer en septembre quand il était à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il a eu la précaution d'aller le voir et de le saluer. Et il disait partout que ça s'était très bien passé, donc il prétend être confiant. Quand Donald Trump dit qu'il va régler ça en 24 heures, évidemment, c'est une façon de parler, mais ça va être douloureux, quoi qu'il arrive. Pour l'Ukraine. Ben oui, parce que l'Ukraine est à bout de souffle, à bout d'hommes. On a l'impression qu'on en revient 2 ans et demi après à ce qui avait été dealé à Istanbul quand Boris Johnson a surgi au milieu de la négociation en disant arrêtez, on va vous aider à faire la guerre et à la gagner. Eh bien, 1 million de morts, de blessés, de disparus après, on en revient pratiquement là. Est-ce que les Russes vont lâcher le Donbass et vont lâcher l'Ukraine, la Crimée, alors qu'ils y ont sacrifié tant d'hommes? On a du mal à le croire. Ils ne sont pas, semble-t-il, pressés de négocier. Bernard de la Villardière, un mot là-dessus. Non, je vous trouvais un peu injuste sur le retrait d'Afghanistan, parce que ça avait été quand même largement négocié par l'administration Trump. Oui, mais ils n'ont pas respecté. Avant l'arrivée de Biden, qui a été obligé, effectivement, d'exécuter ce qui avait été convenu avec les talibans à Dubaï et en douce. Oui, mais... qui a été une trahison du peuple afghan. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ça a été initié du temps d'Obama. Ça a été négocié par effectivement, Trump. Il voulait à tout prix se dégager de l'Afghanistan, mais il était prêt à y rester le temps qu'il fallait. Et il y est resté pendant les 4 ans, alors que dès le début, il voulait se retirer. Il y est resté. C'est-à-dire qu'il est quand même capable de prendre en compte le réel et de s'y adapter. Ce qu'il a fait en Afghanistan, ce que n'a pas fait Biden. Ce qui fait une des forces de Trump, à mon avis, c'est son imprévisibilité. On en parlait tout à l'heure. C'est que je pense qu'il impressionne les dirigeants et même les pires dictateurs au monde, à commencer par Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, quand même, qu'il a rencontré. Parce qu'il s'est dit, il y a un mec qui est plus fou que moi, qui peut m'en coller une, il vaut mieux que je me fasse ami avec lui.
Et c'est marrant parce que l'imprévisibilité, c'est un outil important dans la relation internationale. Et la moquerie. Que n'utilise pas assez la France d'ailleurs. Nous en France, on a besoin d'abord d'être aimé et on se dit si on est aimé, on sera respecté. Non, il faut d'abord être respecté. Et Trump fait ça très bien. Un mot, Johan. Un mot sur la défense européenne qu'a évoqué Elisabeth Guedel dans son duplex, notamment l'OTAN. On sait que Donald Trump a enjoint les Américains, les Européens, d'augmenter significativement le budget de la défense. Juste être au niveau qu'il devrait être, c'est tout. Hein. Oui, 2% du PIB à peu près au niveau européen. 5% du PIB. Maintenant, il dit 5. Ah, c'est plus du tout le même tarif. Alors, là. On est à 9. En Europe, l'objectif, c'est 2. Les budgets... Maintenant, je crois que c'est plus, c'est 3. Hein. L'objectif, c'était 2 à l'époque où il régnait. Maintenant, il dit 5. Oui, voilà, Donald Trump dit 5, mais les Européens, l'objectif des Européens, c'est d'être à 2 pour l'instant. Mais est-ce que la France est à 2 ? Bientôt. La France, elle n'y est pas encore. Hein. Elle n'y est pas encore, mais l'objectif, on ne paye pas assez pour le parapluie. On y sera a priori bientôt. Normalement, c'est prévu pour l'année prochaine, me semble-t-il, les 2% du on verra si le budget passe. Mais néanmoins, quand même, les Européens ont augmenté assez significativement leur budget de la défense. On se souvient de l'Allemagne qui a débloqué 100 milliards pour se mettre à niveau. Il faut dire qu'ils partaient de très très loin. Mais un mot pour dire quand même qu'Ursula von der Leyen a dit qu'il faudrait débloquer 500 milliards d'euros sur 10 ans. 500 milliards sur 10 ans. C'est pas mal, c'est un joli chiffre. Emmanuel Macron vient de parler 25 minutes au téléphone avec Donald Trump. Un très bon échange, nous dit l'Élysée, la présidence française. Ils se connaissent bien. On va voir un petit sujet justement sur ces relations Trump-Macron qui n'ont pas toujours été au beau fixe avec Maxime Le Gueb. Il a été l'un des premiers dirigeants occidentaux à saluer la victoire de Donald Trump sur le réseau social X. Félicitations président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition, pour plus de paix et de prospérité. La relation entre les deux hommes n'a pourtant jamais été un long fleuve tranquille. Tous deux élus en 2017, les deux dirigeants avaient d'abord semblé nouer une relation amicale. Les images de leurs accolades chaleureuses ou de la présence du président américain au défilé du 14 juillet avaient marqué les esprits. Donald Trump était alors élogieux avec le jeune président français. Emmanuel Macron sera connu comme l'un de vos meilleurs présidents. Voilà ce que je dis aux Français. Ils ont de la chance. Mais très vite, les divergences politiques entre les deux chefs d'État se multiplient, notamment avec le retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat, ainsi que sur celui du nucléaire iranien. L'idée de dire on déchire le JCPOA pour aller vers rien d'autre ne me paraît pas être une bonne solution. La relation finit même par tourner au vinaigre. Le locataire de la Maison-Blanche ira jusqu'à qualifier le dirigeant français de stupide sur les réseaux sociaux. Alors que Donald Trump ne cache pas sa volonté de réitérer une politique protectionniste et de se désengager du vieux continent, Emmanuel Macron a lui appelé avec Olaf Scholz à mettre en place une stratégie européenne coordonnée pour une Europe plus souveraine et plus forte. Voilà pour des relations pas si simples que ça. Macron et Trump affirment leur volonté d'œuvrer au retour de la paix et de la stabilité lors de leur premier échange téléphonique, nous dit l'Élysée, Vincent Hervouette. Écoutez, depuis ce matin, on voit les dirigeants européens envoyer des SMS de félicitations que l'intéressé d'ailleurs ne lira pas. C'est une espèce de grand concours, d'une sorte de grand concours de l'Eurovision, de la soumission au maître atlantique dont on veut être à tout prix le meilleur ami. Le concours pour être le meilleur ami de l'Amérique. Emmanuel Macron le revendique ce soir la première place, ce qu'il avait fait au début du règne de Donald Trump. Il voulait être... l'interlocuteur, ça faisait oublier les années où Obama faisait escale à Berlin sans même regarder Paris. Et ça s'est terminé comme un échec cinglant. Il faut rappeler, dans les mémoires de l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche, il raconte comment Donald Trump, à partir de 2017, parle d'Emmanuel Macron. Tout ce que touche ce type devient de la... Ça, c'est une phrase qui doit plaire à Donald Trump parce qu'il l'a beaucoup repris à propos de Kamala Harris. Ouais, c'est ça. Tout ce que il s'est moqué d'Emmanuel Macron à plusieurs reprises pendant la campagne dans les meetings en limitant son accent anglais, son accent américain, son accent déplorable. Donc, c'est très sympa ça. Franchement, il y a quelque chose. Le communiqué de l'Élysée ce matin est très calibré. Chaque mot est pesé. Ses convictions, les miennes, ensemble, etc. Ce que dit le président, c'est moi qui fais la politique étrangère et je parle d'égal à égal avec le grand maître de l'Occident. Qui peut y croire?
L'enjeu pour les Européens, en l'occurrence, c'est de voir s'ils vont arriver à être unis. On n'y croit pas beaucoup. Ou si chaque chef de gouvernement ou chef d'État des pays de l'Europe vont accourir à Mar-a-Lago dans les 2 prochains mois pour essayer de négocier des privilèges pour leur pays et voir comment ils peuvent se détacher et avoir quelques avantages. Benjamin Netanyahou connaît très bien Donald Trump. Oui, Benjamin Netanyahou. Mais ça peut infléchir la politique israélienne ? Sur l'Europe, l'anglais est à terre, l'allemand se prépare à vivre une dissolution qui vaudra bien celle du français. Tout le monde, il n'y a pas d'interlocuteur. L'Europe, les leaders européens, à part Meloni, l'espagnol, il est minoritaire. Le polonais est assez solitaire. Franchement, vous faites le tour de l'inventaire, vous êtes frappé de voir qu'il n'y a pas un leader en Europe capable de prendre la main et d'avoir un discours. Donc tout le reste sur la défense européenne, la souveraineté, etc., c'est pipeau. C'est du discours, c'est de la jactance. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il va falloir payer. Il va falloir payer cher. Et nos économies sont exsangues. Comment voulez-vous qu'on paye il va forcément augmenter les douanes et les taxes, etc. Donc évidemment, ça va être compliqué. Oui, mais ça ne peut pas être sous l'administration Biden. Savourez le champagne que vous avez envie d'avaler en vous disant il nous venge de tout le politiquement correct et du wokisme, parce que c'est vrai. C'est vrai. Mais le lendemain, il va falloir payer. La filière viticole connaît ça très bien, mais durant le premier mandat de Donald Trump, la filière viticole estime qu'elle a perdu 500 millions d'euros à cause des taxes mises en place par Donald Trump. 500 millions d'euros. Bernard Arnault était allé le voir au Texas, me semble-t-il, à l'époque, et avait obtenu de Donald Trump qu'il n'augmente pas encore plus. C'était l'inauguration d'une usine, si je me rappelle bien.